Dans certaines circonstances, la préparation d'un match capital n'est pas simple. On apprend qu'un joueur s'est fait agresser. À la rédaction, on n'en revient pas. C'est une histoire dingue, aberrante. Ma fille me dit qu'on doit filer de toute urgence à Greeley. Raphaël vient d'être poignardé. Nous avons interrogé les 80 membres de l'équipe de football. L'affaire a ébranlé tout le milieu sportif de la région. Cette affaire a pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. J'étais littéralement sous le choc. Comment une chose pareille a pu se produire? Qui a pu faire ça à Raphaël? Ce 11 septembre était un lundi comme les autres. On avait l'habitude de se réunir chaque lundi pour évoquer le programme de la semaine, notre adversaire du samedi, les entraînements spécifiques. On allait affronter Texas State. C'était un match important qui nous attendait. Après l'entraînement, tous nos joueurs devaient se rendre en salle d'études. Ils devaient y rester pour travailler jusqu'à 21 h. Rafael Mendoza était un élève assidu. C'était notre botteur, le meilleur de l'équipe. Raphaël et moi, on n'avait rien prévu ce soir-là. On se serait retrouvés et on aurait regardé un film. Il m'a appelé vite fait pour me dire qu'il venait de ranger ses affaires et qu'il allait quitter la salle d'études. Et que du coup, le temps de faire la route, il rentrerait dans pas longtemps, genre une petite dizaine de minutes. Et il m'a dit « je t'aime » et on a raccroché. Raphaël m'a donné un petit coup de fil pour me dire qu'il avait fini sa journée. C'était une conversation banale du style « Ça a été ta journée? Oui. Rien de spécial aujourd'hui? Non. » Je lui ai dit que je le rappellerai plus tard et surtout d'être prudent, comme toujours. Le 11 septembre, sur le coup de 22 h, mon partenaire et moi apprenons qu'une agression à l'arme blanche a eu lieu dans la ville d'Evans. La victime est un étudiant de l'UNC qui joue dans l'équipe de football. En fait, ça s'est passé à Greeley, la ville jumelle d'Evans. Ici, les gens sont très proches les uns des autres. Les agressions à l'arme blanche dans cette partie de l'agglomération sont rares, voire anormales. Raphaël n'est toujours pas rentré et quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne. C'est lui, il souffre. Il me dit qu'il a été poignardé devant chez nous. Je sors de l'appart à toute vitesse. Je le vois allongé dans le parking. Je cours vers lui. Le temps que j'arrive en bas des escaliers, l'ambulance était déjà là. C'est une vraie soirée de cauchemar. C'est traumatisant tout ça. Je sais pas trop quoi en penser. Je comprends pas ce qui se passe. Et je me demande, qu'est-ce qui va se passer? Ce soir-là, Zach Bigelow, l'un de nos botteurs, déboule dans mon bureau. Il me dit alors, Raphaël part à l'hosto. Raphaël a réussi à contacter Zach juste avant l'arrivée des secours pour lui dire d'informer toute l'équipe qu'il venait d'être poignardé. Il n'y a qu'un seul hôpital à Greeley. Alors j'ai quitté mon bureau, je suis monté dans ma voiture, direction l'hôpital.
J'étais littéralement sous le choc. Qui a fait ça? Et surtout, est-ce qu'il va passer la nuit? Je suis sur le point d'aller me coucher quand ma fille me dit « Il faut aller à Greeley ». Je lui demande pourquoi, et c'est là qu'elle m'apprend que Megan l'a appelé parce que Raphaël a été poignardé. Je ne sais pas quoi penser, car au fond, personne ne sait comment il va. Ne pas savoir, il n'y a rien de pire. On a tout de suite su qu'il était sportif. Il a commencé par le foot joué au pied. Il se débrouillait très bien. Quand il a pris conscience de sa force de frappe, quand il a vu qu'il était capable d'envoyer le ballon très loin, il a changé d'avis. Ça lui a donné envie d'essayer l'autre football, le football américain. Au lycée, c'est lui qui bottait les field goals. J'ai fait sa connaissance le jour où j'ai pris mes fonctions d'entraîneur principal. Raphaël allait volontiers vers les autres. Je l'ai trouvé très amical et souriant. Il m'était sympathique et en plus, c'était un coéquipier modèle. Ce qui m'a tout de suite plu chez Raphaël, c'est son humour et sa gentillesse aussi. Il était sympa avec tout le monde et c'est un secret pour personne, il adorait son sport. Rafael Mendoza, étudiant en 2e année à Northern Colorado. À l'UNC, les matchs sont très suivis. Les jours de match, c'est l'occasion de se retrouver, soit pour regarder le match ensemble en mangeant un morceau, soit en se rendant au stade avec sa bande d'amis. C'était toujours palpitant de regarder jouer Raphaël, d'autant plus qu'il occupait un poste important dans l'équipe. Raphaël est devenu très bon pendant ses années au lycée. Il bottait aussi bien en attaque qu'en défense. Mais grâce à ses qualités athlétiques, il s'est surtout illustré en défense. Mendoza dans ses œuvres pour faire reculer les Bearcats. Il avait de la foudre dans les jambes, avec une explosivité comme j'en ai rarement vu. Et quand je parle d'explosivité, je pèse mes mots. Quand il bottait, on entendait le ballon souffrir. À chaque match, il était capable d'envoyer 4 ou 5 mines de 60 mètres, tout avec une trajectoire parfaite. Raphaël était une force de la nature. Même quand il frappait son ballon à mi-puissance ou sans trop s'appliquer, il n'y avait rien à dire. Il faisait mieux que tout le monde. Il avait toutes les qualités d'un futur grand joueur. On s'arrangeait pour assister à ces matchs. C'était grisant de le regarder évoluer sur le terrain et de le voir prendre part à des compétitions importantes au milieu d'une foule en liesse. C'était marrant. J'étais fière. Qu'est-ce qu'il aimait jouer. Il s'était juré de devenir pro un jour. Ce soir-là, alors que ma fille me conduit à l'hôpital, un agent de police nous arrête. Alors elle lui dit « Excusez-moi, je roule vite, mais mon frère est le joueur de football qui a été poignardé. » Le flic nous dit qu'il vient d'en entendre parler à la radio. Il a donc gentiment proposé de nous escorter jusqu'à l'hôpital. Je voulais pas envisager le pire, mais quand on ne sait rien, tant de choses nous passent par la tête. Est-ce que j'allais le revoir en vie? C'était très grave. Je me suis dit qu'il allait mourir. Je n'ai jamais raconté toute l'histoire. Ma vie a basculé ce jour-là. Tout s'est arrêté lorsque j'ai été poignardé. Et ça a été pire quand j'ai su qui m'avait fait ça. C'était une journée comme les autres. Après l'entraînement, je me rends en salle d'études. J'y reste
jusqu'à 21h. Après, je rentre directement, comme d'habitude. Je suis très prévisible comme gars. Arrivé au parking, je me gare à peu près au même endroit que d'habitude. De cette soirée, c'est étrange, mais j'ai encore en tête des bruits de pas dans le gravier derrière moi. Comme si quelqu'un marchait en traînant des pieds. J'ai pas le temps de me retourner. Je reçois un coup sur la nuque, juste ici. Le coup est très violent. Je me retrouve à terre. Je suis perdu. Qu'est-ce qui m'arrive? Mes oreilles bourdonnent. Et là, je comprends. On est en train de m'agresser. Pendant ma chute, j'arrive quand même à voir mon agresseur. Mais pas son visage. Il porte un sweat à capuche de couleur noire. La capuche est solidement ficelée. Du coup, on ne voit qu'une ombre et un bout de visage. Je ne vois aucun signe distinctif qui pourrait me permettre de décrire mon agresseur. Juste après, je le vois sortir un couteau. Il se jette sur moi et me poignarde. J'ai le réflexe de ramener mes genoux sur ma poitrine et pour me protéger, je me mets en position fétale. Sur le coup, ça le fait reculer, mais après, il revient à la charge et me plante sa lame dans la jambe. Le coup de couteau, je le sens, ça fait comme une brûlure. Le premier truc que je me dis, c'est « je vais mourir ». Et pile au même moment, j'entends une voiture qui débouche dans le parking. Alors mon agresseur se retourne et prend la fuite. De mon côté, je me relève. Je ne sais pas comment, mais je me relève. Je me plante devant la voiture en agitant les mains, genre « Arrêtez cet homme! Il vient de me poignarder !» Mais on ne voit déjà plus que sa silhouette qui se faufile au milieu des voitures. Puis disparaître. J'allonge le bras. Je sens que j'ai un trou dans la jambe. Je ramène ma main pleine de sang. J'appelle tout de suite les urgences. Je leur raconte tout. On m'a secouru dans la minute. En arrivant sur les lieux, les policiers interrogent le conducteur de la voiture qui avait dérangé l'agresseur. Il déclare qu'il l'a vu monter dans une voiture et qu'il a tenté de la suivre. Il n'a pas pu la décrire, à part qu'elle était de couleur foncée. Il l'a perdue de vue. Si cette voiture n'avait pas fait éruption à ce moment précis, mon agresseur serait allé au bout de son acte. Je n'aurais pas pu m'en défaire. Et le pire aurait pu se produire. Pendant le trajet, les ambulanciers n'arrêtaient pas de répéter que la lame avait touché une zone très dangereuse et qu'ils devaient m'emmener d'urgence à l'hôpital. J'avais peur. Je me disais, mince, je vais perdre ma jambe. Au centre hospitalier, j'ai été reçue par le médecin qui s'est occupé de Raphaël. Quand je suis entrée dans sa chambre, il m'a dit « Vous avez de la chance, votre fils est en vie ». Il m'apprend que la lame est passée à 1 centimètre de l'artère principale. D'après le médecin, j'ai reçu entre 15 et 20 cm de lame dans la cuisse. Dans la plupart des cas, 20 cm, ça peut suffire à traverser une cuisse.
Il m'explique que le coup est passé à même pas 1 centimètre de mon nerf sciatique et de mon artère fémorale. Oui, les deux, à cause de la violence du coup et de la longueur de la lame. Sur le coup, je me mets à sangloter, pas tellement à cause de la douleur en elle-même, mais je crains déjà les possibles séquelles de l'agression. J'ai dédié ma vie entière au football. Je rêvais d'intégrer la ligue professionnelle un jour, comme tous les petits garçons. Dans mon cas, c'est venu avec le temps. Je progressais au poste de botteur et je me disais que j'avais mes chances d'y arriver. Sur mon lit d'hôpital, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « ma carrière est fichue, je ne jouerai plus ». Je suis rentré à la maison vers minuit. Je venais de rendre visite à Raphaël. Malgré l'heure tardive, la police a cherché à me joindre. Elle voulait seulement m'informer que l'enquête avait déjà débuté et qu'un dispositif était en place. J'étais pas tranquille. Après tout, quelqu'un d'autre était peut-être menacé. Est-ce qu'on en voulait à notre campus, à notre équipe ? À la rédaction, on apprend qu'un joueur s'est fait agresser. La victime est l'un des botteurs de l'équipe. Donc cette affaire nous paraît louche, à plus d'un titre. On se regarde en se demandant à quoi rime toute cette histoire. Quand la nouvelle s'est répandue, beaucoup de joueurs sont venus me voir dans mon bureau. On ne parlait que de ça, et des rumeurs de toutes sortes circulaient déjà. Qui a fait le coup ? Mes joueurs n'étaient pas tranquilles, ils craignaient d'être attaqués. Personne ne sait pourquoi Raphaël a été agressé, ni par qui, ni si quelqu'un d'autre était menacé. Il a fallu qu'on aborde le sujet lors de nos réunions hebdomadaires. À un moment donné, j'ai dit à mes collaborateurs qu'ils étaient libres d'en parler avec leur groupe de jeunes. On pouvait difficilement faire autrement. C'était important pour eux. Quand j'ai rendu visite à Raphaël, j'ai vu un jeune homme profondément traumatisé. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé et surtout, il ne comprenait pas pourquoi. J'étais dans tous mes états, comme on dit. En revoyant les mêmes images qui défilent dans ma tête, je finis par me convaincre d'avoir déjà vu mon agresseur quelques jours plus tôt. Le 7 septembre 2006, soit seulement 4 jours avant son agression, Raphaël a bien vu la même personne, vêtue de noir de la tête aux pieds, dans le même parking. Je l'avais à peine remarqué, mais le gars m'observait. Du coup, je me dis que j'ai pas été agressé par hasard. C'était prémédité, on peut dire qu'il s'est donné du mal. Dans certaines circonstances, la préparation d'un match capital n'est pas simple. J'ai tout fait pour assurer les autres membres de l'effectif. Le seul joueur qui n'a pas eu le temps d'avoir peur, le voici. Rafael Mendoza. Ah, c'est pénible. J'ai dû faire des efforts pour me convaincre qu'un de nos joueurs a été blessé de la sorte. D'après les informations qui nous ont été communiquées par Rafael Mendoza lui-même, la victime pense avoir vu son agresseur 4 jours plus tôt. Donc tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime prémédité. Ça change toute l'orientation de l'enquête. Il s'agit de dresser une liste de personnes susceptibles d'attenter à la vie de M. Mendoza. Nous avons mené toute une série d'interrogatoires. Nous avons questionné ses amis, ses connaissances et ses 80 coéquipiers. Northern Colorado a franchi un cap depuis l'arrivée de Scott Downing. Il n'avait pourtant jamais coaché à ce niveau. Avec l'agression de Mendoza, le coach Downing doit relever un défi de taille. C'est quelqu'un qui fait pas de bruit, et voilà qu'il se retrouve sous les feux de l'actualité. C'est pas évident.
Certaines équipes se laissent perturber par l'attention médiatique autour de leur entraîneur. Les joueurs doivent donner des interviews, rester disponibles pour répondre aux questions de la police et surmonter leurs craintes tout en suivant le programme d'entraînement de joueurs de haut niveau. L'équipe jouait en 2e division universitaire et elle était bien partie pour monter en 1re division AA. Plus le niveau s'élève, plus l'équipe suscite d'attentes chez les supporters, sans parler de l'exposition médiatique. Si l'équipe de l'université de Northern Colorado est montée en Division 1, c'est grâce aux résultats qu'elle a obtenus en Division 2. Rafael Mendoza a vite intégré le top 10 des meilleurs botteurs de l'histoire de la fac. Il a vraiment explosé. Quand j'ai rejoint l'UNC, j'étais botteur de précision. Mais cette année-là, le coach des équipes spéciales m'a demandé de faire parler ma puissance. Il y a plusieurs équipes spéciales au sein d'un effectif. Notre grande force, c'était l'équipe des botteurs, aussi appelée punter. Il faut distinguer plusieurs types de coups de pied. Il y a le kick-off, c'est le coup d'envoi. Tous les joueurs sont à l'arrêt. Après, il y a le punt, un coup de pied un peu plus technique. Pour simplifier, il s'agit de dégager le ballon quand celui-ci est en mouvement. Un punter doit aussi avoir de grandes qualités physiques. Il doit être capable d'attraper le ballon, puis de le dégager rapidement avant d'en être empêché par les adversaires qui courent vers lui. Monsieur Downing m'a toujours dit que je dégageais suffisamment fort et loin, mais il souhaitait me mettre en concurrence avec d'autres gars. Scott Downing a pris cette décision pour créer une saine émulation. Il l'a fait pour que tout le monde progresse. Ça inciterait Rafael Mendoza à travailler plus dur et ça stimulerait les remplaçants. Pour qui le but était clair, il fallait tout faire pour lui prendre sa place. Zach Bigelow était l'un des kickers de l'équipe. Il venait d'intégrer l'université. C'était un petit nouveau. Mitch Kozad était un transfuge de l'université du Wyoming. Il nous a rejoints, mais sans être recruté. C'était un joueur perfectible sur un plan technique, mais tout le monde était dans le même cas. Il y avait aussi Michael York, un joueur très ambitieux, un très bon punter qui voulait devenir le titulaire à ce poste. Les punters et les kickers s'entendaient bien, mais il existait une rivalité entre eux. Les enquêteurs m'ont demandé quelle relation j'entretenais avec mes concurrents. Je leur ai dit la vérité. Les relations étaient bonnes, sans la moindre animosité entre nous. Nous avons pu établir que les kickers formaient une sorte de clan. Ils étaient très soudés, très proches les uns des autres. Et en interrogeant d'autres joueurs de l'effectif, nous avons appris qu'entre les punters et les kickers, il y avait pas mal de jalousie. Northern Colorado a été promu de la Division 2 en Division 1. Un changement de cette nature peut mettre les joueurs sous pression. La culture sportive, surtout en milieu universitaire, met les jeunes sous une pression parfois intenable, dès le plus jeune âge. Ils sont nombreux à ne pas savoir comment gérer tant d'attentes. Souvenons-nous de l'affaire Tonya Harding. Alors que l'enquête commençait à peine, il nous a semblé important d'écarter les joueurs qui étaient en concurrence avec Rafael Mendoza. C'était lui le titulaire, et l'agresseur était peut-être l'un des remplaçants. Que mon agresseur soit quelqu'un que je connais, j'y croyais pas. Cela me semble impossible qu'un coéquipier soit capable de commettre un acte pareil. À chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai répondu que c'était impossible. Le soir de l'agression, sa petite amie affirme aux enquêteurs qu'elle a reçu un appel de la part de Michael York, le kicker remplaçant, alors que Rafael se trouve déjà à l'hôpital. Le plus étrange, c'est que York appelait Mendoza pour l'informer de l'annulation du rassemblement de l'équipe prévu le lendemain. Et quand Megan lui a raconté ce qu'il venait de se passer, Michael York n'a pas réagi plus que ça. C'était surprenant. Il a seulement fait passer le message et la conversation en est restée là. Le comportement de Michael York a éveillé quelques soupçons. La police lui a donc posé des questions.
J'ai vite éprouvé de la méfiance vis-à-vis de M. York. Il ne semblait pas vouloir répondre aux questions des enquêteurs. Il a d'abord nié toute implication, et nos questions semblaient bien l'irriter. Il était très fermé à la discussion. Au bout de 3/4 d'heure environ, il s'énerve pour de bon. Il dit qu'on lui fait perdre son temps. Il se montre agressif envers les enquêteurs. Et il nous apprend qu'il doit se rendre à l'entraînement parce qu'il sera le kicker titulaire de son équipe au prochain match. Michael York appelle alors son père, car il en avait le droit. Il est venu le chercher au poste et l'interrogatoire en est resté là. C'est là que l'affaire a pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Mon partenaire et moi-même avons été informés que le soir de l'agression de Rafael Mendoza, l'employé d'un magasin vendant essentiellement de l'alcool avait demandé l'intervention de la police. Il voulait signaler la présence d'une Dodge Charger devant sa boutique une demi-heure après les faits. 2 hommes sont sortis de la Dodge, le conducteur et son passager assis à l'avant. Ils portaient l'un et l'autre des vêtements très sombres, des sweats à capuche, et une bonne partie de leur visage était dissimulée. Les 2 hommes se seraient postés à l'avant et à l'arrière de la voiture pour ôter l'adhésif qui masquait les plaques d'immatriculation. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, et ce qui l'a incité à nous appeler, c'est la plaque elle-même. Une plaque personnalisée de l'État du Wyoming sur laquelle on pouvait lire 8 KIKR, kicker numéro 8. Je me demande alors si Rafael Mendoza n'aurait pas été poignardé par un autre coéquipier. Il faut d'abord savoir qui sont les 2 hommes en noir aperçus devant le magasin de spiritueux. La police ne tarde pas à confirmer que la voiture correspond au signalement d'un véhicule suspect vu sur les lieux de l'agression de Rafael Mendoza. Nous demandons alors à la police de Wheatland, dans le Wyoming, si elle est en mesure de joindre la propriétaire de la Dodge. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais à un moment donné, elle nous apprend que son fils, Mitchell Cozad, est étudiant à l'UNC à Greeley, dans le Colorado. J'informe Suzy Cozad qu'une agression au couteau a eu lieu dans notre ville et que la victime est un joueur de l'équipe. Elle a alors une réaction très vive et nous demande aussitôt si son fils est impliqué dans cette affaire. À la suite de cette conversation téléphonique avec Suzy Cozad, j'ai des questions à poser à son fils, Mitch. Mitch Cozad a donc dû répondre à de nombreuses questions. Il fait preuve d'une belle attitude, très poli, très respectueux, très coopératif. Je veux connaître sa version des faits et savoir pourquoi sa voiture était présente sur les lieux d'une agression à l'arme blanche survenue à Evans, dans le Colorado, et quelques minutes plus tard, devant une boutique de spiritueux non loin de là. Mitch nous explique qu'il s'est fait voler le double des clés de sa Dodge et qu'il a eu l'impression que sa voiture se trouvait sur une place de parking différente de celle sur laquelle il s'était garé. Il nie toute implication dans une quelconque agression. Il raconte ensuite de manière très détaillée où il était et ce qu'il a fait ce soir-là. Il explique à l'enquêtrice qu'il a passé la soirée avec sa petite amie de l'époque. En plein interrogatoire, nous apprenons l'arrivée dans nos locaux de Suzy, sa mère. Nous décidons de l'inviter à s'asseoir à côté de son fils. Elle accepte sans faire d'histoire. En réalité, Suzy Cozad a fait le déplacement pour nous dire que le moment est venu pour sa famille de faire appel à un avocat, ce qui a mis fin à l'entretien. J'ai fait la connaissance de Mitch Cozad lors d'un camp d'été. Il était venu se présenter, accompagné de sa mère. Je me souviens d'une mère plus impliquée qu'elle n'aurait dû l'être dans la vie de son fils. Elle assistait à ses entraînements et elle le surveillait tout le temps. Un autre joueur de l'UNC nous a appris que Mitch Cozad déplorait l'omniprésence de sa mère. Mitch n'était plus un enfant, mais Suzy semblait vouloir contrôler les moindres faits et gestes de son fils.
Raphaël m'a raconté que Madame Cozad faisait le voyage tous les jours depuis le Wyoming, rien que pour assister aux séances d'entraînement. C'était plutôt étrange. Plusieurs joueurs et plusieurs entraîneurs ont remarqué que Suzy Cozad était une mère exigeante. Elle était très impliquée dans la carrière de Mitch. À les entendre, elle exerçait une pression constante sur lui. Elle ne le lâchait pas, car elle voulait qu'il devienne le meilleur. Des parents givrés, on en voit, mais pas autant que Suzy Cozad. C'est loin d'être un cas isolé. Des parents qui rêvent d'une vie de champion pour leurs enfants, c'est pas qu'un cliché, ça existe. Suzy Cozad voyait les choses de manière pragmatique. Vu le temps et l'argent que j'ai investi, tu devrais déjà jouer en première division. Quelques jours après mon agression, en rentrant de l'hôpital, ma mère me dit « Écoute, je m'en veux de penser ça, mais il faut que je te pose la question. Et si c'était ton remplaçant qui avait voulu t'éliminer ?» Là, je l'ai vite rembarré. On était potes, on s'entendait bien. Pour moi, Mitch était au-dessus de tout soupçon. On s'était rencontrés plusieurs fois et on passait de bons moments ensemble. Mitch Cozad nous a donné un alibi. Il a passé toute la soirée avec sa petite amie de l'époque, une certaine Angela. Nous décidons d'aller interroger cette jeune fille sur le campus. Elle se montre très ouverte et souriante. Elle confirme qu'elle a bien passé la soirée avec Mitch Cozad. Il ne s'est pas absenté du tout et en fin de soirée, ils ont regardé un film ensemble. Mais quand mes questions se font précises, je remarque qu'elle est très mal à l'aise. Dès que je lui demande certains détails, je note chez elle une certaine crispation. Je sens que c'est le moment de la bousculer un petit peu. Je commence par lui expliquer la gravité de l'affaire et le fait que la Dodge de son petit ami a été vue à proximité du lieu de l'agression. Elle change complètement d'attitude. Dans un soupir, elle lâche « C'est bon, j'en peux plus ». Angela finit par craquer. Elle se sent complètement dépassée par les événements. Elle me montre les SMS que Mitch Cozad lui a envoyés quelques jours auparavant. Mitch Cozad a envoyé des SMS à Angela pour lui demander ce qu'elle venait de raconter à la police. Dans l'un de ses messages, Cozad lui dit qu'elle seule peut leur permettre de s'en sortir. Il essaiera même de l'appeler directement. Il lui envoie plein de petits messages, du style « Angela, t'es là ? Je t'aime ». De son côté, elle est complètement chamboulée émotionnellement parce qu'elle sent qu'il la manipule de A à Z pour qu'elle mente dans le seul but de le protéger lui. Angela finit par avouer que Mitch a lourdement insisté pour qu'elle dise à la police qu'ils ne se sont pas quittés de la soirée, alors que dans les faits, il s'est absenté pendant 1 heure, de 21h à 22h. Or, c'est bien dans cet intervalle de 60 minutes que Rafael Mendoza a été poignardé. C'est l'information qui nous permet d'écrire le nom de Mitch Cozad sur la liste des suspects. L'étape suivante de l'enquête consiste alors à déterminer qui est la deuxième personne assise à côté de lui. Il y a plusieurs pistes à explorer, Michael York ou Suzy Cozad, bien sûr. Quant au mobile, on s'oriente vers une conspiration dirigée contre Rafael Mendoza. Quelques jours après l'agression qui a failli coûter la vie à Rafael Mendoza, nous avons demandé et obtenu un mandat de perquisition et saisi le téléphone de Mitch Cozad. Nous remarquons alors qu'il appelait très régulièrement un certain Kevin Osprung. L'équipe d'enquêteurs a pu établir que Kevin Osprung et Mitch Cozad ont échangé de nombreux SMS et se sont appelés plusieurs fois dans les jours qui ont précédé l'agression. Kevin Osprung. Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois ou deux. Il vivait sur le campus, dans la même résidence universitaire que Mitch. Je ne le connaissais pas trop. Nous convoquons donc Kevin Osprung, mais celui-ci déclare n'être au courant de rien.
Nous produisons alors les relevés de l'opérateur en précisant que nous sommes au courant de ces très nombreux échanges avec Mitch étalés sur plusieurs jours. Sa réponse n'en était pas une. Il a plutôt murmuré dans un souffle « et merde ». Osprung déclare qu'il a accepté d'aider Cozad contre une somme de $100. Il lui a seulement demandé de surveiller sa voiture le temps de régler une affaire. Osprung affirme que Mitch ne lui a pas dit de quoi il retournait. Il lui a quand même donné de quoi s'habiller en noir de la tête aux pieds, un point de rendez-vous et des instructions. Ce sont des informations d'une importance cruciale, car elles permettent de porter des accusations contre Mitch Cozad. Le procureur a proposé à Kevin Osprung un accord pour qu'il accepte de témoigner contre l'agresseur présumé. Michael York, l'un des kickers remplaçants, est convoqué une seconde fois. Et grâce aux précisions données sur l'endroit où il se trouvait, les enquêteurs ont été en mesure de le mettre hors de cause. Tout porte à croire que Mitch Cozad a préparé son coup depuis longtemps. Seulement, nous manquons de preuves. On s'en souvient, pendant l'interrogatoire de son fils, Suzy Cozad a demandé l'aide d'un avocat. De son côté, Mitch a accepté que sa chambre d'étudiant soit fouillée. La fouille a permis de retrouver un sweat à capuche noire. Suite à cela, Mitch Cozad a été menotté et placé en garde à vue. Il a été inculpé de tentative de meurtre et d'agression volontaire. L'enquête a permis d'établir que Madame Cozad n'est aucunement impliquée dans cette affaire. Quel choc, je refusais d'y croire. Qu'un joueur puisse faire une chose pareille à l'un de ses coéquipiers, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. J'étais abattu. J'avais du mal à me convaincre que le sport puisse mener à ça. J'étais sous le choc, et c'est un euphémisme. On apprend qu'un joueur s'est fait agresser. Le punter remplaçant de Northern Colorado aurait poignardé le titulaire pour lui prendre son poste. Un truc de fou. À la rédaction, on n'en revient pas. Au football américain, et dans le sport en général, il existe une sorte de code d'honneur qui veut que jamais, au grand jamais, on doit s'en prendre à un coéquipier. On n'a pas le droit d'agresser quelqu'un avec qui on se dépouille à l'entraînement. Le jour où les infos ont parlé de mon histoire, j'ai compris qu'elle allait faire du bruit. Elle rappelait l'agression de Tonya Harding sur Nancy Kerrigan, mais ces patineuses étaient rivales. Mitch était mon coéquipier. Je me souviens de notre premier entraînement ensemble, comme si c'était hier. J'ai un dégagement à faire, alors je prends un petit peu d'élan. Mais comme je suis un peu nerveux, j'hésite. Je ne vais pas au bout de mon action et je tape à côté du ballon. Je me retourne et là je vois Mitch qui ricane dans son coin. Pour défendre leurs clients, les avocats de Cozad tentent de faire accuser Osprung. Mais le procureur dispose de suffisamment de preuves, de dépositions et de témoignages pour récuser ces accusations. Ce scénario est rapidement écarté des débats. C'est un procès intéressant. La tension est palpable. Ce qui m'a frappé dans la salle d'audience, c'est le visage impassible de Mitch. Il fixait Raphaël. À un moment, je lève la tête, je le regarde, et qu'est-ce que je vois? Mon vieux Mitch, qui ricane dans son coin. La même expression que lors de notre premier entraînement. Nous, le jury, déclarons l'accusé Mitchell Cooper Cozad coupable d'agression délibérée. Le jury a reconnu Mitch Cozad coupable d'agression délibérée avec circonstances aggravantes, mais a estimé ne pas disposer de preuves suffisantes pour qualifier cette agression de tentative de meurtre. Le procureur m'a expliqué qu'il aurait fallu qu'au moins une personne soit présente ce soir-là
sur les lieux de mon agression et que cette personne affirme avoir vu Cozad me sauter dessus, me déséquilibrer, puis m'asséner un coup de couteau. Ça, on ne pouvait pas le prouver. Voilà pourquoi la tentative de meurtre n'a pas été retenue. Je ne voulais pas que cette agression m'empêche de jouer. J'ai voulu reprendre, mais on ne peut pas dire que je jouais. J'apprenais à composer avec la douleur. Je me souviens très bien de son match de reprise. Raphaël était survolté à l'idée de rejouer enfin. Mais au fond, je ressentais chez lui pas mal de nervosité et d'appréhension aussi. Il s'était donné beaucoup de mal pour reprendre sa place. Moi, ma grande crainte, c'était qu'il ne rejoue trop tôt. J'étais en tenue, prêt à jouer. Que le coach me fasse entrer ou non, aucune importance. L'équipe a fait son entrée sur le terrain pour le dernier échauffement. L'entraîneur est venu nous retrouver pour nous dire « Bon allez, tous ensemble les gars ». Et au fait, Mendoza va jouer. Là, ça a été la folie. Mes coéquipiers sont venus me voir, ils m'ont porté en triomphe. Le choix du coach a fait plaisir à tout le monde. Toute la famille, toute la ville était là. J'aurais préféré qu'il reprenne un peu plus tard, car j'estimais qu'il n'avait pas suffisamment récupéré. Il avait encore du mal à marcher. Mais il a dit, il faut que j'y aille. Mitch a voulu m'éliminer, mais désolé, il n'aura pas ce plaisir. Non, vraiment, il faut que j'y aille. Et il a fini par y aller. J'ai bien tenté de le faire changer d'avis, mais cela n'a pas fonctionné. Il refusait que Cozad ait le dernier mot. Un jour, Mendoza m'a dit, à peu près mot pour mot, « Chaque entraînement que je manque, chaque match auquel je dois renoncer, c'est mon agresseur qui atteint son objectif. C'est lui qui est en train de gagner. » Je ne pouvais pas rêver d'une plus belle satisfaction. J'ai réussi à revenir vite et à jouer. J'ai joué en serrant les dents, tellement j'avais mal, mais ce n'est pas ça qui allait m'arrêter. L'année suivante, Raphaël est devenu à la fois le kicker et le punter attitré de son équipe. Il a réussi une excellente saison. J'étais très content pour lui. Malgré cette épreuve, il a su rebondir. Ça a été une véritable renaissance. En ce qui me concerne, j'ai été très heureux d'y assister. Après l'université, j'ai pris la décision de raccrocher. Mitch, il ne m'a toujours pas présenté ses excuses. Il n'a jamais reconnu le mal qu'il m'a fait. Ne montrer aucun remords quand on a commis des actes aussi graves, il n'y a rien de plus choquant. Aujourd'hui, je me dis que cela valait le coup de surmonter tout ça. Ma force, c'est ma famille. J'ai eu la chance d'en fonder une. Ma vie a failli s'arrêter à 21 ans. Je ne me serais pas marié. Je n'aurais pas eu d'enfants. Nos enfants savent ce qui est arrivé à leur père, mais ils sont trop jeunes pour comprendre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que serait devenue ma vie si le pire était arrivé. Tout serait différent. J'ai une vie géniale. Je me serais bien passé de cette agression, mais elle m'a rendu meilleur. J'ai choisi de l'accepter. Je ne ferai pas comme si elle n'avait pas eu lieu, mais elle ne m'empêchera pas de vivre. Mes enfants sont ce que j'ai de plus cher. Quelle chance de les embrasser chaque soir.